Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Un président aux mains des putschistes qui viennent de l'arrêter peut-il tout décontracter, appeler une rédaction et informer les journalistes de son arrestation tout en soulignant au passage la bienveillance des putschistes qui le traiteraient bien? Oui, c'est possible et c'est ce qui s'est passé ce mercredi 26 novembre en Guinée-Bissau, la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle de ce 23 novembre qui donnait perdant le président sortant Umaro Sissoko Embalo. Un groupe de militaires a tout simplement pris le pouvoir et a mis fin au processus électoral. Ce 27 novembre, le président déchu, qui n'a pas du tout exigé son maintien dans ses fonctions, a tout simplement quitté Bissau pour Dakar à bord d'un avion qu'aurait affrété le Sénégal. Mais quels sont les dessous véritables de ce coup d'État un peu particulier? Trois invités avec moi pour en parler. Claude Wilfried Kanga, vous êtes analyste politique, par ailleurs écrivain, auteur de ces deux livres, Le village d'Ining et Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne. Merci Claude Wilfried Kanga d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité bissau-guinéenne. Merci encore, c'est à chaque fois le même plaisir. Le plaisir est partagé. Kawin Maïzo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous posez sur cette actualité un peu particulière. C'est toujours un honneur d'être invité ici, et même si l'actualité est difficile. L'actualité est effectivement difficile et le plaisir est toujours grand pour moi de vous avoir à ma table. Karine Orio, vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information de Quotient Live. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. Merci à vous. Claude Wilfried Kanga, on commence par vous. Ce mercredi 26 novembre, il ne manquait que les résultats de deux régions pour proclamer ou pour connaître le nom du président élu. Les bulletins sont déjà arrivés dans la capitale. On attendait que la proclamation. Et un groupe de militaires, tout gentil, si on s'en tient au récit du président, prend le palais d'assaut, arrête le président et met fin au processus électoral. Comment avez-vous accueilli cette actualité bissau-guinéenne? Alors d'abord avec circonspection et surprise, je pense que c'est le cas de plusieurs Bissau-Guinéens d'ailleurs qui se disaient que les choses allaient se dérouler conformément au calendrier. Et donc la population a été plus ou moins surprise de ce coup de force qui, dans les premières minutes, a été vu comme un énième coup d'État dans l'histoire tragique et mouvementée de la Guinée-Bissau. On parle de 4 coups d'État et d'une avalanche de tentatives de coups d'État dont de putsch manqués. Et donc, les Bissau-Guinéens se sont dit « en voilà encore un ». Et plus le temps passait, plus les questions que vous venez d'évoquer sur le plateau ont été soulevées, où on s'est dit la configuration du coup d'État prête à confusion. Vous avez évoqué plusieurs éléments, comme quoi le président ne semble pas outre mesure perturbé par ce qui lui arrive, il semble plutôt être serein. Si vous posez la question à M. Fernando Dias da Costa, qui était présenté comme le vainqueur de l'élection, ou du moins le candidat avec le plus de chances, il vous dira, évidemment, c'est une sorte de coup de M. Sissoko Embalo pour empêcher l'évidence qui allait justement le conduire à quitter le pouvoir. C'est un concept en sciences politiques qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est-à-dire quand une puissance voit un dauphin émerger, avant sa chute définitive, elle anticipe et elle attaque le dauphin pour l'empêcher justement de le dépasser. Et donc c'est théorisé la chose, c'est déjà théorisé. C'est en tout cas la thèse que défend M. Fernando Dias da Costa, je la résume ainsi parce que ce n'est pas une nouveauté en politique. Et donc, il va dire certainement M. Hortan Tam, le chef d'état-major qui a réalisé actuellement le coup d'État, a eu un arrangement avec M. Sissoko Embalo pour, après éventuellement la transition d'1 an, mettre sur pied des tractations qui conduiraient à une sorte de renouvellement du processus électoral ou à minima à une sorte d'instauration d'un gouvernement d'union nationale. Et donc, les éléments comme quoi
l'armée et les putschistes sont présentés comme des âmes bienveillantes qui traitent très bien le président, qui ne le torturent pas, la facilité avec laquelle il a pu être extradé du Sénégal. Sans réclamer qu'on le rétablisse dans ses fonctions. Sans compter, c'est ce que je voulais évoquer, sans réclamer, sans compter le fait que M. Sissoko Embalo ne semble pas très emballé par le fait d'être réintroduit dans le processus. On poussait ses opposants, non seulement M. Fernando Diaz, mais également M. Domingos Pereira, qui est l'un des grands soutiens parce qu'il est à la tête, enfin, il était le candidat du parti, du célèbre parti, le PAIGC, qui a porté qui a donné de la force à M. Fernando Diaz, parce que lui, ayant été éliminé en amont de la course à la présidentielle, ils se sont appuyés sur ces éléments-là pour dire que c'est une fabrication des Sissoko Embalo. Pour l'instant, il est compliqué de se situer, l'avenir nous le dira, mais ce qu'il faut observer quand même en fermeture de rideau, c'est que c'est un énième épisode dans la tragédie politique qui émaille la Guinée-Bissau. Oui. On est à minima 13 chefs d'État depuis l'an 2000 et si on compte les intérimaires, on en est à 17. C'est vrai. Donc là, c'est une certitude, c'est encore un énième épisode dans le vortex infini. Par contre, sur l'authenticité du coup d'État, on va approfondir effectivement la réflexion au cours de cette émission. Karine Orio, je vais dire, nous aspirons à être un continent respectable et nous exigeons qu'on nous respecte. Ça veut dire qu'on doit faire un peu d'effort dans les scénarios qu'on propose à la lecture du monde. Ce n'est pas un peu trop romancé ce qui vient de se passer? Disons que c'est assez risible, mais pas très surprenant venant de la part de M. Sissoko. Vous savez comme moi que ce président-là aimait et adorait prendre la parole dans les médias. D'ailleurs, il avait un amour particulier pour la mise en scène. Et donc, ce qui est risible cette fois-ci, c'est que comment c'est possible? Et d'ailleurs, on a vu circuler sur la toile l'image de ce président avec un téléphone, certainement un smartphone, en train de contacter la rédaction de nos confrères et pour dire, là, il y a un coup d'État, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je n'ai pas du tout été violenté. Mais il n'a aucun respect pour les Bissau-Guinéens. Mais voilà, il n'a aucun respect, mais c'est triste. Franchement. Comme l'ont dit, en fait, mes confrères à cette table, c'est triste. Parce que c'est une image, ce n'est pas que pour la Guinée-Bissau. Mais non. C'est pour notre continent. On peut le dire de façon claire, notre démocratie déjà ne va pas très bien. Oui. Mais que ce n'est pas la première fois. Certes, comme vient de le dire Wilfried, en ce qui concerne précisément ce pays, mais si vous voulez, j'ai envie de vous dire que quand on regarde les coups d'État depuis ces 5 dernières années en Afrique subsaharienne, on a à peu près les mêmes scénarios. C'est-à-dire que vous vous souvenez au Gabon, make some noise. On a vu cette vidéo, on ne sait pas d'où elle sortait, etc. Oui. Donc, si vous voulez, ça pose quand même la question aujourd'hui de comprendre exactement, depuis les indépendances, dans nos États, ce qui se passe. Avec précisément le cas de la Guinée-Bissau, où là, on a les militaires qui sont là. Mais ce qu'ils veulent nous montrer aussi, ce que je tiens quand même à souligner, c'est de montrer qu'un coup d'État peut se passer sans violence et que tout va bien. Parce que c'est censé être un progrès. Pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent montrer. Et puis, vous-même, vous l'avez signalé, c'est-à-dire que le nouvel homme fort de la Guinée-Bissau a dit non, écoutez, nous, en 1 an, on va faire ce qu'il faut. C'est ça, bien sûr. En disant à la CEDEAO, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à signaler, tout va marcher comme dans les règles. Alors que c'est un braquage du processus électoral. Kevin Maïso, ce qui est encore plus absurde, c'est qu'on arrête les opposants qui n'ont absolument rien fait, comme si gagner démocratiquement une élection était une infraction. Pourquoi on arrête ce Domingos Simoes Pereira? On lui reproche quoi? Vous êtes gentil d'employer les termes arrêtés. Moi, je dirais neutralisation de ce qui dérange. Si vous regardez cette histoire de coup d'État, c'est que le président Embalo est soupçonné d'avoir fait, c'est l'aboutissement d'un processus. Les élections auraient dû avoir lieu déjà au mois de février. C'est vrai. Donc, il y a eu ce que les Congolais appellent un glissement. Il y a eu des élections législatives qu'il a perdues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu, comme par hasard, des soupçons de coup d'État. Et pendant ces soupçons, il a neutralisé les partis qui ont gagné les législatives. Et même que le Premier ministre de l'époque s'est retrouvé en exil. Au Portugal. Au Portugal. Donc,
On commence un processus électoral, on élimine le parti historique, les partis socialistes africains pour l'indépendance de la Guinée équatoriale du Cap-Vert. On élimine ces partis et peut-être ils se sont inspirés du Sénégal, ils se sont dit, bon, on nous élimine, on se met derrière quelqu'un qui juridiquement pouvait se présenter, ce qui a gêné le calcul du président Embalo. Et pendant la campagne électorale, malgré qu'il brandissait quelques constructions, il a construit peut-être 1 ou 2 routes, un bâtiment. Ah non, il en a construit. Ce n'est pas du mensonge. Par rapport à la Guinée-Bissau, c'est un progrès. Bon, mais ça ne suffisait pas parce que le peuple avait besoin du pain, de l'électricité, de l'eau. Oui. Il ne va pas manger la route. Il ne va pas manger les bâtiments, il avait besoin du pain et de l'eau. Et de l'autre côté, ceux qui étaient en face ont compris et ils ont battu une campagne dans ce sens, en allant dans le sens de ce que le peuple voulait tout de suite et immédiatement. Et il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre les élections. Là, il nous sort un classique qui sera étudié dans les facultés de droit et des sciences politiques. Le classique, c'est que c'est un de ces coups d'État halal, mais avec une petite cerise sur le gâteau halal, c'est bon, on m'a renversé. Ça, et il est le premier à l'annoncer. Il se fait le porte-parole des putschistes. Sourire en coin. On m'a renversé. Non, mais bon, on les renverse, on ne lui fait rien, ce sont les opposants qui sont inquiétés, et monsieur est rentré à Dakar, d'où il est venu, parce qu'avant qu'il ne devienne président, il vivait chez son grand frère, au sens large du terme, Macky Sall, donc il est rentré au Sénégal. Quant à la Guinée équatoriale, en sous-bassement, lorsqu'on regarde cet événement, Guinée-Bissau, pardon. S'il vous plaît. Oui. Même hier, dans ma propre chaîne YouTube, je n'arrêtais pas de parler de la Guinée équatoriale. Ils vont me fouetter à la fin. C'est possible, mais bon. Ne perdons pas de vue, en sous-bassement et en filigrane, le problème que ces pays devenaient ce que les Occidentaux appellent péjorativement un narco-État. Et ne perdons pas aussi de vue que l'Afrique de l'Ouest est une région en mutation. Les dirigeants de chaque pays est regardé, sous-pesé, parce que dis-moi qui dirige tel pays, je te dirai la configuration de l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps. Donc ça aussi, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me dérange dans l'appellation de ce pays comme étant un narco-État. Et vous le soulignez d'ailleurs à juste titre en disant que c'est vraiment les Occidentaux qui considèrent que c'est un narco-État. Et je pense que c'est péjoratif. Parce Très que péjoratif. Quand on regarde le trafic de drogue, même dans des États, comme on le dit, etc., si on regarde la France uniquement avec la lunette, par exemple, de Marseille, pardon pour les gens de Marseille. Et le Havre aussi. Hein. Tout à fait. Et le Havre, on peut considérer aussi, on peut se poser la question. Donc voilà, moi je pense que c'est un narratif sur lequel je ne suis pas tout à fait... J'ai été prudent de dire tout à fait. comme les disent les Occidentaux, parce que je n'épouse, mais vraiment pas cette appellation. L'actualité actuelle en France parle du narcotrafic. Après, il faut dire que les Bissau-Guinéens, du moins l'élite politique, ne fait pas non plus beaucoup d'efforts pour se débarrasser de ce narratif. On est totalement d'accord. Dans les discours de Hortan Tam, il y a le sous-entendu que voilà, il y a une tentative de déstabilisation du pays par, entre autres, les barons de la drogue qui nous ont poussés à intervenir pour rétablir l'ordre. Évidemment, on peut sourire du fait que quelqu'un mène un coup d'État pour empêcher un coup d'État en amont. On avait déjà eu un cas similaire entre monsieur le général Ansouman Mané et monsieur João Bernardo Vieira qui se sont accusés mutuellement d'avoir faciliter les transits de drogue, aider des Casamançais et de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a aussi cette approche-là que l'élite politique bissau-guinéenne, qui pour certaines est d'ailleurs engluée dedans, parce que même s'il ne faut pas en faire un élément de propagande, il ne faut pas le nier non plus. Et donc, eux-mêmes, en premier ressort, doivent se débarrasser de ce narratif, au-delà de se débarrasser justement de la gangrène du narcotrafiquant qui émaille le pays. Et ce qui ne m'empêchera pas vraiment de faire ces commentaires, les États-Unis menacent d'envahir le Venezuela parce que, selon eux, c'est un narco-État. Mais curieusement, ils ne voient pas la fameuse drogue en Guinée-Bissau. Après, les intérêts ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un pays est un ennemi historique de l'oncle Sam, l'autre est, on va dire... C'est ce que je voulais justement souligner parce que les gens pensent qu'il est tellement gentil qu'il veut...
nous débarrasser du problème vénézuélien. C'est juste démontrer qu'il n'est pas là-bas. Ce qui est curieux, c'est ce manque d'inspiration intellectuelle pour rendre un peu sophistiquée la chose quand même. Pourquoi on insulte l'intelligence des gens comme ça? On nous dit on a découvert une cache d'armes. D'accord, très bien, les renseignements, les services de renseignement auraient découvert une cache d'armes, un dépôt d'armes. D'accord, mais mettez la main, neutraliser les propriétaires de ce dépôt, ça ne nécessite pas un coup d'État. Non, et puis par ailleurs, ce qui interroge aussi, c'est qu'en Guinée-Bissau, on sait la force du pouvoir militaire. Et donc Oui. c'est assez curieux d'utiliser effectivement cette raison qui est grotesque pour dire ça. Donc non, ça ne va pas. Mais encore une fois, cela pose la question toujours qu'on a toujours posée sur ce plateau, c'est de savoir pourquoi on n'a pas des institutions fortes. Parce que finalement, là, le processus a été interrompu avant, sous prétexte qu'on n'a pas des institutions fortes. C'est-à-dire que... Vous parlez d'institutions, Karine Orio. Je me souviens très bien, quand on avait déposé Bazoum, toutes les effervescences qu'il y avait, les présidents sont montés au créneau, ont immédiatement mis sur la table l'idée de constituer immédiatement un contingent pour intervenir militairement à Niamey. Mais là, c'est silence radio, on n'entend rien. Mais attention, la CEDEAO a condamné fermement par voie de communiqué. Oui, mais vous avez vu le communiqué? Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est quoi la différence entre le coup d'État dont Bazoum était victime en 2023, si ma mémoire est bonne, et celui qui vient d'emporter Embalo Sissoko aux yeux de la CEDEAO? Alors, la CEDEAO a évidemment, comme Karine vient de le dire, tout autant condamné l'un que l'autre. Évidemment, il y a une différence au niveau des enjeux. La Guinée-Bissau, c'est un minuscule pays de 31 000 km. Ah, c'est la taille qui détermine? Non, je n'ai pas fini. Voilà, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. Et voilà, du point de vue, même s'il est quand même parmi les 10 exportateurs mondiaux de produits comme la noix de cajou, c'est une économie relativement faible. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a évalué l'indice de développement humain, le rang de la Guinée-Bissau au 177e rang mondial. Et du point de vue, voilà, certes, l'enjeu du littoral, de la pêche et des ressources offshore, c'est un pays qui représente un enjeu bien moindre que ne l'est le Niger avec les gisements d'uranium. Quand vous prenez la mine de Imouraren, vous avez 200 000 tonnes d'uranium très convoitées par Orano qui ne digère pas le fait d'avoir été dépossédé de ces éléments. Vous avez la crainte de l'effet de contagion qui va prendre le Mali, le Niger, bref, et qui peut aussi avoir un effet dominant en Afrique centrale. Vous avez une lecture différente qui va pousser dans les impérialistes sur le cas du Niger à bomber le torse et à vouloir rétablir leur marionnette locale, permettez-moi le terme, sous couvert du retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée-Bissau, par contre, on peut avoir cette impression ceux qui peut-être comprennent mieux la situation, même s'ils parlent officiellement de suivre le processus électoral, c'est-à-dire le Portugal qui s'est exprimé, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, ils vont avoir davantage de recul parce que peut-être d'une certaine façon, on est plus dans une question de répétition du déjà connu que dans une question d'enjeu véritable. La Guinée-Bissau, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable tragicomédie. Depuis le premier coup d'État de 1980 qui a renversé Luis Cabral, le frère de l'autre. De Amical Cabral. Oui, M. João Pereira lui-même a été renversé en 99 par Ansuman Mané qui a voulu se maintenir, mais ça n'a pas marché. On a poussé pour que le président de l'Assemblée nationale populaire, M. Malam Bakay Sagna, puisse assurer un intérim qui a porté au pouvoir M. Koumbalala, qui lui-même va être renversé. En fait, c'est un épisode incroyable. Oui. Tant et si bien que ce n'est pas en quelque sorte, ce n'est pas en soi une nouveauté, ce qui arrive en Guinée et Bissau, dont la communauté internationale, comme on l'appelle, ne va pas jouer la surprise et dire que tiens, il se passe quelque chose d'absolument inédit en Guinée-Bissau, et donc il y a une sorte de monotonie qui s'installe où on regarde et finalement on laisse les Africains s'en dépatouiller. Pour finir, la seule chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que, à l'instar de mon pays, le Cameroun ou d'autres pays en Afrique, quand il y a un processus électoral comme ça qui accourt et que le président sortant voit un opposant émerger,
il va essayer de le neutraliser en amont et de susciter des alternatives qu'il minimise, mais qui, évidemment, peuvent le renverser. C'est le cas de M. Bakary au Cameroun, qui revendique sa victoire contre Paul Biya. C'est le cas de M. Fernando Diaz en Guinée-Bissau, qui revendique sa victoire contre Sissoko Embalo. Dans les deux cas, que ce soit des instruments du régime ou non, dans les deux cas, Oui. le régime ne s'attend pas à être renversé. Et si maintenant il y a une impression d'éventualité sérieuse de chute, le régime va procéder par le mécanisme que j'ai décrit, le piège de Thucydide, neutraliser l'ennemi avant qu'il ne devienne trop gros pour nous neutraliser nous. Donc c'est un enjeu principalement bissaoïen ou guinéo-guinéen, où la population, j'aime bien les révolutions populaires, où le peuple récupère sa souveraineté. Pour ce qui est des coups d'État, à quelques exceptions près évidemment, pour ce qui est des coups d'État militaires, il est en fait triste de constater qu'en fait la Guinée est dans cette spirale sans fin qui ne semble pas finir. On va approfondir la question après une courte pause, si vous permettez. D'accord, après bien une sûr. courte pause, à tout de suite. Oui. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.